Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal. Dans ce webinaire, nous allons vous présenter la modélisation et le calcul de structures en CLT sur le logiciel RFEM. Donc, je me présente, Damien Tonnet. Donc, je vais vous présenter ce webinaire et mon collègue, donc Monsieur Cosmacea, sera présent pour pouvoir répondre aux questions tout au long de ce webinaire. Donc ce webinaire, on va avoir différentes choses. Donc une première partie avec la modélisation sur RFEM de la structure, l'application des charges. Et puis ensuite une partie sur RF Laminate, sur la définition et la vérification des panneaux CLT. Puis une partie qui sera consacrée à la vérification des poutres en bois, donc avec le module RF Timber Pro pour une vérification selon le recode 5 des poutres. Donc, pour vos questions, vous pouvez utiliser l'interface du webinaire qui doit s'afficher sur votre écran. Donc, vous pouvez renseigner vos questions dans la partie dédiée, et puis mon collègue pourra vous répondre en même temps. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous envoyer un mail donc à info@delubal.fr. Alors, nous allons commencer la modélisation. Hop. Donc, alors j'ouvre un modèle sur RFEM. Donc je vais le situer ici. Alors, donc ici c'est la fenêtre de création d'un premier projet. Donc je vais donner un titre. Webinaire CLT. Donc lors de la création d'un modèle, vous pouvez choisir le type de modèle. Donc un modèle de type 3D ou 2D. Vous pouvez choisir l'orientation de l'axe global Z, donc soit vers le haut, soit vers le bas. Vous pouvez également ensuite, au niveau de tout ce qui est normes, sélectionner la norme qui vous intéresse. Donc là, on a plusieurs normes. Nous, ce qui va nous intéresser dans notre webinaire, ça sera la partie dédiée au bois, donc l'Eurocode 0 plus l'Eurocode 5 pour la partie bois. Ensuite, vous pouvez sélectionner l'annexe nationale qui vous intéresse. Donc nous, on reste sur l'annexe nationale de la France. Vous aurez ensuite l'option de la possibilité de créer des combinaisons automatiques. Donc pour tout ce qui est combinaison de charge, donc là on reste avec l'option activée. Et donc ce sera tout pour cette première fenêtre. Donc, hop. Alors le modèle existe déjà, je peux l'écraser, c'est pas très grave. Donc voici l'interface du logiciel RFEM. Donc on retrouve au niveau de l'interface trois parties. Donc la première partie, ce sera toute la partie barre d'outils. On retrouve un certain nombre de raccourcis. La partie navigateur de projet, qui sera divisée en plusieurs parties. Donc la partie données, où on retrouve toutes les informations par rapport au modèle. Vous pouvez passer par cette interface également, par le navigateur de projet pour ajouter des éléments. Vous retrouvez également tout ce qui est charge, et puis en fait dans la partie inférieure vous retrouverez les différents modules, et vous voyez vous pouvez également classer vos modules avec dans un sous-groupe favori, ce qui vous permet de regrouper directement tous vos modules utiles en un même endroit. Vous aurez la partie affichée, donc dans cette partie c'est les options d'affichage de données dans le modèle, et puis une partie vue, donc là des options de visibilité et de création de vue du modèle, ce qui peut être utile pour regrouper certains éléments ou se retrouver rapidement dans un modèle. Vous avez ensuite une dernière partie qui correspond au tableau. Donc dans ce tableau-là, vous pouvez directement saisir des données, donc des nœuds, des lignes, renseigner les informations sur les matériaux, les surfaces. Vous pouvez également importer ou exporter ces tableaux-là. Et dans tous les cas, lorsque vous travaillez dans l'interface graphique de modélisation, tout ce que vous saisissez dans cet espace-là sera renseigné dans le tableur, et le tableur va se mettre à jour tout au long de la modélisation. Donc cette partie-là, je peux les réduire. Hop. Voilà. Donc ensuite, au niveau de la modélisation. Donc ici on retrouve le plan de travail. Donc ce plan de travail
vous pouvez le modifier donc, via le clic droit. Vous pouvez donc modifier les systèmes de coordonnées, modifier le point d'origine du plan de travail. Vous pouvez également modifier par rapport à tous les points qui vont vous aider à la modélisation, le nombre de points et également les espacements entre points. Donc là, on va rester sur un espacement de 1 mètre entre points pour le modèle. Vous avez également un outil qui vous permet de créer des lignes directrices. Donc, ce qui peut vous aider dans la création d'un modèle pour définir un espace, un contour de modèle. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. On va créer une première ligne donc parallèle à l'axe X, donc à 12 mètres, et une deuxième ligne parallèle à l'axe Y, et celle-ci on va la mettre à 6 mètres. Ok. Donc là on a nos deux lignes directrices qui ont été créées. Oups. Maintenant on va créer au niveau de notre structure les lignes qui vont correspondre à nos murs, à nos parois. Donc ici vous avez, je reviens, l'outil de création de lignes. Donc dans cet outil-là de création, vous avez différents types de lignes, donc lignes simples, des arcs, des cercles, des lignes courbes. Donc là, on va rester sur une ligne simple. Et puis, on va créer notre contour. Alors ensuite, vous pouvez, une fois que vous avez créé les premières lignes, vous pouvez vous servir de vos premières lignes créées pour les copier, ou bien vous pouvez continuer à utiliser l'outil de création de lignes. Donc, par exemple, c'est ce que je vais faire. Donc, en appuyant sur la touche CTRL, vous pouvez déplacer une ligne, et elle sera copiée, sélectionner et déplacer la ligne, et elle sera copiée. Trop rapide. Voilà. Donc là, on a nos premières bases de murs qui sont créées. Je sélectionne le tout et on va générer déjà les premières surfaces juste en faisant une copie de ces lignes dans la direction Z. Donc on va faire une copie de ces lignes dans la direction Z. On va monter de 3 mètres. Et puis ici, on va dans les paramètres et on va activer la création de lignes de surface entre les lignes. Ok. Donc là, on a déjà nos premières surfaces qui ont été créées. On va pouvoir les modifier. Donc pour le moment, je vais rester sur des surfaces standards. Alors ici, j'ai déjà certains matériaux qui sont déjà présents via des précédentes modélisations. Donc je vais rester sur un matériau que je vais définir orthotrope, isotrope, pardon. Ce sera plus simple. Hop. Ok. Alors, maintenant, on va pouvoir créer déjà des ouvertures dans nos surfaces. Alors, pour cela, on va déjà, là, ce qu'on peut voir, c'est que le plan de travail est orienté de manière horizontale. Donc là, on va le changer, on va déplacer l'orientation de ce plan de travail. Donc là, on regarde, le plan de travail, l'orientation a changé, on est dans le même plan que cette surface-là, donc on va pouvoir travailler directement sur la surface. Donc là, on va faire 1 mètre par 2 mètres, et puis on va déplacer cette ouverture un peu plus dans la surface, donc on va la monter de 10 cm, et puis on va la déplacer de 0,5 m, et puis on n'en fait pas une copie. On peut désactiver également l'ancien réglage. Ok, donc là on va juste déplacer celle qui existe déjà. Donc là j'ai deux nœuds qui sont liés à ma précédente création d'ouverture. Donc ces nœuds là, si on souhaite les supprimer sans supprimer les lignes, on peut faire une fusion au niveau des lignes. Et donc là on a nos nœuds qui ont disparu. Donc cette ouverture là, je vais la copier sur cette paroi ici. Donc je vais pouvoir la déplacer. Cette fois-ci on réactive la copie.
je la déplace. Ok. Et puis pour cette partie-là, ce sera tout. Je vais maintenant me mettre dans le plan du plancher de l'étage. Donc là, j'ai déplacé le plan de travail. J'ai réorienté le plan de travail dans l'axe X, Y. Et puis je vais rajouter une surface. Donc pour le plancher. Ok. Donc au niveau de la surface, je vais déjà diviser par rapport à la dimension des panneaux. Donc une division au niveau de une largeur de 3 mètres sur le panneau. Donc des panneaux qui seront posés en longueur. Au passage, on pourra modifier après les axes. Je vous montrerai pourquoi. Donc pour cette première partie, c'est bon. On va copier maintenant le rez-de-chaussée, les parois du rez-de-chaussée. On va les sélectionner et avec la touche contrôle enfoncée, on peut déplacer et copier ça à l'étage. Donc maintenant pour cette partie-là, cette ouverture, donc pour accéder aux différentes pièces, on va pouvoir la déplacer. Donc de là à là. Ok. Puis de là à là. Ok. Cette ouverture-là, on va pouvoir la modifier. On va en créer une fenêtre. Donc on va juste déplacer les points. On va la monter de 0,8. Et puis on va l'agrandir de 1 mètre. Hop. Donc on a déjà une première fenêtre. Et de la même façon, on va copier cette fenêtre aux différents endroits. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est aussi sélectionner toujours avec la touche contrôle et déplacer de cette façon-là. Hop. Et puis ensuite, une copie sur le mur pignon. Et puis, on va en créer une également dans cette partie-là. Donc là, également, on va remodifier le positionnement du plan de travail. Et puis, l'orientation du plan de travail. On va créer une nouvelle ouverture. Celle-ci sera plus réduite. Hop. Et puis, hop. Maintenant que ces ouvertures sont faites, on va pouvoir également copier donc les surfaces qu'on a créées pour le plancher. Puis on va les déplacer. Donc toujours avec la touche contrôle. Et on les déplace. Donc je repositionne le plan de travail à l'horizontale. Je vais le remettre à son point d'origine. Et donc ici, pour pouvoir créer une fusion au niveau des différentes lignes, par exemple ici, on peut voir que nos lignes ne sont pas en contact, on n'a pas d'intersection entre les lignes. Donc ici, on va faire fusionner ça. Hop, on va tout connecter. Et maintenant, nos lignes sont connectées. Donc, on va finir par la toiture de pan. Donc là, on a sélectionné les points, les lignes. Et puis, on va les déplacer. Donc, 0 copie, ça sera un déplacement. Et on va les déplacer dans la direction Z de 1,5 m. Ok. Au passage, ça peut être un peu élevé au niveau de la hauteur du premier étage. On va pouvoir descendre tout ça de 0,5 m. Sans oublier le signe moins pour que ça soit dans le bon sens. Donc voilà. Donc là, on a modifié... on a toutes nos surfaces de créer. Bon, pour ce modèle-là, on va créer des grandes ouvertures au niveau du rez-de-chaussée. Donc on va faire quelques modifications.
Donc là on a des ouvertures qui sont faites. Au passage ici on va augmenter encore créer plus d'ouvertures, donc on va rediviser ces surfaces en deux pour avoir un peu plus d'espace ouvert. Donc vous sélectionnez les surfaces, et avec le clic droit sur la surface, vous pouvez diviser la surface. Donc là on retrouve avec un outil de division des surfaces, donc là on va mettre 0 division dans cette direction, puis là dans une seule division qui sera faite au centre, au milieu des surfaces. Hop. Donc là on a nos surfaces de créer. Maintenant on va créer une structure donc poteau-poutre pour supporter un peu les planchers et les murs de l'étage. Donc on va déjà créer des poteaux. Donc vous avez différentes possibilités pour créer des barres. Donc soit vous sélectionnez donc par exemple les lignes, et ensuite en modifiant ces lignes là, vous avez accès à l'onglet barres qui vous permet d'activer les barres au niveau de ces lignes. Donc là ici on va créer une nouvelle section. On crée une nouvelle section, un rectangle bois. Au niveau du paramètre, donc on va définir ça. Par exemple 160 par 160. Ici, vous pouvez ensuite modifier donc le matériau. Donc, je vais vous montrer de cette façon-là, puis après je vais vous montrer quelque chose par rapport à ça. Alors, par rapport au matériau, donc là on va partir sur du bois lamelé collé. Et puis on va partir sur un GL20, sur du GL24, on verra après ce qui se passe. Ok. Et ce que je vais vous montrer, c'est ici. Donc si vous voulez modifier ce matériau-là, on va faire sélectionner un nouveau matériau. On valide. Là, on peut voir qu'au niveau du matériau, on a différents modèles de matériaux qui sont possibles. Donc, isotrope linéaire, linéairement élastique. On a également des matériaux isotrope plastique, orthotrope élastique 2D, orthotrope élastique 3D. Donc là, je suis passé, retourner sur le PPT. Hop. Donc voilà, on avait cette fenêtre d'ouverte avec les différentes définitions possibles au niveau du modèle de matériau. Donc pour tout ce qui est défini, pour tout ce qui est modèle de type charpente avec des éléments filaires, on sera défini sur donc avec des barres, on sera défini sur un modèle isotrope linéairement élastique, même si on est sur du bois. Ensuite, pour tout ce qui est éléments surfaciques, on définira ça en tant que matériau orthotrope élastique 2D. Et pour tout ce qui est éléments solides, on définira ça en tant que matériau orthotrope élastique 3D. Donc ce qui va se passer de différent, c'est au niveau de la définition, donc là on est sur isotrope linéairement élastique. Là, en passant sur orthotrope élastique 2D, on peut voir que au niveau du module d'élasticité, on a les deux directions X et Y qui sont définies avec les modules de cisaillement dans les différents plans. On a également le coefficient de Poisson qui pourrait être défini. Si on modifie et qu'on passe sur du orthotrope élastique 3D, ici on peut voir la différence. On a les trois directions, donc X, Y et Z pour les modules d'élasticité. On retrouve les modules de cisaillement, et pour les coefficients de Poisson, on aura également les trois plans disponibles pour la définition du coefficient de Poisson. Donc là, pour notre cas, je peux revenir sur un isotrope linéairement élastique. Donc, un autre message. Donc, c'est pour nous indiquer que le coefficient de Poisson est supérieur à 0,5. Donc, je repasse ici. Donc, voilà notre situation.
on nous indique que le coefficient de Poisson est supérieur à 0,5. Effectivement, on est à, donc pour ce cas-là, on est à 7,8. Donc ça, c'est lié au fait qu'on est sur un matériau isotrope linéairement élastique. Donc le matériau est considéré isotrope, donc on utilise la formule pour le coefficient de Poisson des matériaux isotropes, ce qui explique ce coefficient trop élevé, sachant que le bois est un matériau orthotrope. En revanche, dans l'avertissement, on nous indique que le calcul des barres est possible si seulement E et G sont appliqués. Or, en fait, le coefficient de Poisson, pour tout ce qui est élément 1D, n'a pas d'importance dans le calcul, puisque au niveau de la matrice de rigidité d'un élément 1D, donc pour les barres, on n'a pas d'intervention directe du coefficient de Poisson dans la matrice de rigidité. Donc ça pose pas de problème, on utilisera le module d'élasticité et de cisaillement pour le calcul de la rigidité de la barre. Donc, je reviens sur notre situation là. Donc, on peut continuer tranquillement la modélisation. Ok, ok, ok. Et voilà, au niveau des lignes, maintenant, on a créé des barres. Alors, l'autre option de créer des barres, d'ajouter des barres au modèle, donc c'est d'utiliser cet outil-là, donc nouvelle barre. Ensuite, nous allons définir une nouvelle barre. Alors, rectangle. Ici, on va partir sur une poutre assez plus importante pour faire la portée des 6 mètres. Je vais rester sur un bois lamelé collé GL24H. Ok. Ok. Donc là, j'ai un outil pour ajouter une barre. Je vais la rajouter ici. Maintenant, on va créer des barres, enfin des poutres ici et ici derrière. Donc on va les créer. Une nouvelle barre. Rectangle. On va rester sur 120 par 200. Et puis en ok. Ok. Puis là, je fais toute la longueur, ça va me faire les divisions de barres automatiquement. On peut faire le tour. Et voilà. Maintenant, au niveau des barres, on va pouvoir créer des articulations. Donc je sélectionne les barres. Ah, je viens de voir que j'ai oublié une barre. On va la rajouter ici. Donc on va dire que la barre est disponible. Et puis là, on va prendre la même barre que celle-ci. C'est un outil qui permet de copier directement les définitions de la barre, d'une barre déjà créée. Ok. Donc ensuite, on peut passer par exemple sur cet outil d'affichage des vues. On va sélectionner donc les barres. Donc là, il n'y a plus que nos barres qui sont visibles et sélectionnables, voilà, qu'on peut sélectionner. Donc on va modifier les articulations, on va créer des articulations à chaque extrémité de barre. Modifier la barre. Ici, donc on va créer une nouvelle articulation. Ok, et puis on va la rajouter ici aussi. Et pour celle-ci, donc je la fais séparément vu qu'elle est divisée en deux. Donc début de la barre. Et puis fin de la barre. Ok. Celle-ci, comme on va vouloir l'étudier ensuite comme une seule barre, on va pouvoir créer un ensemble de barres, la définir en tant que poutre. Donc ensemble poutre. Hop, ici on a une enveloppe qui s'est créée autour pour nous indiquer que maintenant on peut la considérer comme on a un ensemble de barres qui a été créé. Alors, j'annule cette visibilité et maintenant on va créer un excentrement de ces barres.
donc un excentrement des barres par rapport à la surface pour pouvoir positionner la face supérieure des barres à fleur avec la face inférieure de notre panneau de plancher. Donc on sélectionne toutes les barres en contact avec notre plancher et puis on va modifier la barre. Dans les options, on va créer un excentrement de barre, donc créer un nouvel excentrement de barre. Donc ici on va positionner, on va déplacer l'axe de la fibre neutre des poutres pour faire en sorte que donc notre face supérieure de la poutre soit à fleur, donc avec une surface de plancher, donc soit à fleur avec la face inférieure de notre surface de plancher. Donc, ok. Donc là on peut voir l'excentrement qui est réalisé. Et si on regarde donc dans le mode d'affichage, rendu, modèle, rendu solide, surface, on va pouvoir afficher l'épaisseur des surfaces. Et si on regarde donc ça, on va pouvoir voir que au niveau de, juste pour une vérification visuelle, on a bien cette correspondance par rapport à l'anthrax avec un affleurement entre la, la surface, la face inférieure du plancher et la surface supérieure de nos barres. Donc on peut revenir sur un mode d'affichage plus standard. Alors, pour ce modèle-là, on va créer également maintenant les appuis. Alors, hop. Donc j'ai sélectionné mes points inférieurs du poteau, et puis j'ajoute des appuis nodaux. Donc voilà. Si vous souhaitez modifier vos appuis nodaux, vous pouvez toujours les modifier en prenant en compte également des non-linéarités aux appuis. Donc là on reste sur cette forme-là. Puis de la même façon, on va également définir donc là des appuis linéaires qui peuvent être également modifiés par rapport à ce qu'on souhaite modéliser. Donc là on reste sur cette articulation standard. Et puis on va se mettre dans le plan X. Et puis on va sélectionner toute la partie basse, donc toutes les lignes basses inférieures. Et on a nos appuis qui sont créés. Alors ensuite, par rapport à nos surfaces et donc, qui vont correspondre à nos futurs panneaux CLT, on va pouvoir également créer des liaisons avec certaines donc des libérations au niveau des, euh, des articulations autour des lignes de contact entre surfaces et ajouter également de certaines raideurs pour pouvoir modéliser et prendre en compte que nos panneaux sont liés entre eux par des connecteurs. Donc on va pouvoir calculer ces connecteurs par rapport à l'eurocode, donc par rapport au casser, et puis mettre ces raideurs-là dans la définition des articulations. Donc pour cela, je vais aller dans Insérer, Données de modèle, et puis je vais créer des articulations linéiques. Donc les assigner graphiquement aux lignes. Puis je vais faire déjà de cette façon-là, donc sélectionner les surfaces et assigner automatiquement les lignes. Je crée, donc là vous pouvez rentrer la valeur du casser que vous aurez calculé et que vous aurez trouvé. Et puis là vous retrouvez, on a une libération de la rotation selon l'axe X. Donc l'axe X qui correspond à la ligne. Donc ici on va rentrer une valeur. Donc 10 000 par exemple. Ok. Ok. Et ensuite on va sélectionner les différentes surfaces. Donc ici on va pouvoir sélectionner toutes nos parois. Et puis je reviendrai après pour
Alors là, je vais déjà sélectionner ça. Ok. Pour au niveau de cette surface créée ici. Ok. Et puis, on pourra revenir après avec cet outil-là sur le plancher. Donc ici, au niveau des articulations, on a certaines articulations qui sont en trop par rapport à notre modèle. On va pouvoir ensuite modifier les articulations, modifier et supprimer certaines articulations. Donc après, cela dépendra également des hypothèses que vous ferez au niveau de tout ce qui est assemblage et modélisation des connecteurs entre chaque élément. Donc voilà pour cette partie-là. Ici, on va pouvoir supprimer. Je vais afficher également donc toutes les parois intérieures. Donc je vais me libérer une vue ici. Donc là, hop, je masque une partie des vues. Et puis ici, cette surface-là, bon, on a déjà deux surfaces qui sont connectées également ici à la surface. Donc celle-là, on va pouvoir les supprimer. Donc ici, au niveau du plancher, on va laisser tel quel. On aura deux articulations donc, qui sont ici et qui vont pouvoir reprendre le plancher. Et est-ce que j'oublie ici? Cette partie-là. Et puis, ça me semble bon. On va pouvoir créer également, donc par rapport au plancher, rajouter des articulations. Hop. Donc là, dans l'hypothèse, je suis resté partout sur la même articulation, avec les mêmes raideurs au niveau qui sont autorisés. Bien évidemment, vous pouvez modifier ça et faire en sorte que vous n'ayez pas forcément partout les mêmes libérations et les mêmes raideurs. Ok, et puis okay. Je vais en recréer une ici. Ok. Ok. Hop. Donc, maintenant je peux revenir au mode affichage précédent. Donc annuler la visibilité actuelle. Donc, on va créer maintenant les charges. Donc, premier cas de charge, le poids propre. Donc, là-dessus. Dans ce poids propre, on va également appliquer les charges donc pour ce qui est finition, par exemple, au niveau du plancher et au niveau de la toiture. Alors, hop. Donc, moins 0,4 pour, par exemple, la toiture. Ok. Et moins 0,5 pour le plancher. Okay. Donc là, les charges sont appliquées. On va créer un nouveau cas de charge donc, qui va correspondre aux charges donc, liées à la catégorie de bâtiment à son unité. Donc là, on partir sur un type habitation. On pourrait après modifier ça. Donc, charge imposée. On part dans l'hypothèse qu'on est sur une habitation. Donc, ici, moins 1,5 kN par mètre carré. Ok. Et puis on l'applique sur nos planchers. Ok.
va créer un autre cas de charge. Donc une charge de neige. Donc pour les charges de neige et les charges de vent, on va pouvoir également là, on peut choisir au niveau de l'altitude. Donc là on reste à faire 1000 mètres d'altitude. Et puis on va pouvoir utiliser les outils de générateur de charge climatique. Donc là, charge de neige sur une toiture à 2 versants selon l'Eurocode. Ici vous sélectionnez donc l'annexe. Vous avez une petite carte de la France qui vous permet de choisir et cliquer sur la zone qui vous intéresse. Donc on va rester sur par exemple en région Île-de-France. Vous pouvez modifier l'altitude, le type topographique, et ensuite vous devez donc sélectionner les contours de la toiture. Donc là vous avez le petit schéma qui vous indique pour l'ordre de sélection des différents points. Donc hop, C, D, E, et puis F. Ok. Ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter plusieurs cas de charge. Donc A, B et C. Donc là, dans notre cas, on reste sur un seul cas. Puis là, on sélectionne surface et on a la détection des surfaces qui sont comprises pour notre toiture. Donc on peut valider. Ok. Et puis là, on a donc nos charges générées. On va maintenant créer un nouveau cas, donc pour cette fois-ci le vent. Donc, par exemple, un vent dans la direction X. Ok. Outils, donc toujours dans les générateurs de charge climatique. Donc charge de vent. Vous avez voiles verticaux, terrasse, à un seul versant, à 2 versants. Également verticaux plus toiture. Donc là, on sélectionne celui-ci. On sélectionne l'annexe. Là, la zone, donc on reste sur la région Île-de-France. Vous pouvez choisir la catégorie de terrain. Pour rappel, si vous avez besoin, vous pouvez donc vérifier quoi correspondent les différents types de catégories de terrain. Donc là, on va partir sur du 3B. Vous sélectionnez ensuite le contour donc, de votre base de bâtiment. Donc on sélectionne. Hop. Donc c'est créé. Et puis ensuite, toiture à 2 versants. Donc là, on va sélectionner également le contour par rapport à notre toiture à 2 versants. Et il faut également faire attention au sens qu'on a pris pour définir les points de l'appui, les points de la base, pour pouvoir prendre le même sens de déplacement pour les points de définition des contours de toiture. Ok. Ensuite, vous pouvez également définir plusieurs cas de charge. Donc là, on reste sur un seul cas, avec ensuite le choix de l'orientation du vent. Donc dans notre cas, on va rester sur l'orientation AB, qui va correspondre à l'orientation X. Et puis ensuite, vous pouvez choisir l'application soit aux barres, soit aux surfaces. Donc là, on va faire déjà dans un premier temps aux surfaces. Ok. Donc là, vous avez les charges qui sont créées. Et on va recréer ça également pour pouvoir générer sur notamment nos poteaux. Donc, outil, générer, vent, voile verticaux, toiture. On pourrait passer sur juste le voile, mais celui-là est déjà créé, donc il va reprendre les mêmes valeurs ici. On a juste à changer le chargement sur les barres. Puis dans notre cas, on va désactiver l'application des charges sur ces éléments-là, uniquement sur les poteaux. Ok. Ok. Et donc si j'affiche les charges séparément, donc là j'ai les charges au niveau des surfaces et au niveau des poteaux. Donc au niveau des cas de charge, on va s'arrêter sur ces nombres de charges là. Ici on va pouvoir dans modifier donc
pour tout ce qui est calcul des combinaisons résultats ELU-ELS, on a quelque chose juste à vérifier. Donc sur ces différents cas, c'est vérifier le type d'analyse, donc la méthode. Donc ici, on sélectionne les différents, puis on va rester sur une analyse linéaire, géométrique linéaire. Ok. Et là, voilà, on vient de calculer les combinaisons, et donc là, on a toutes les combinaisons de charges qui sont là, avec nos combinaisons résultats ELU-ELS, ici. Donc maintenant, je vais passer sur la définition. Donc ces surfaces-là, je vais pouvoir maintenant passer sur leur définition en tant que surface stratifiée pour pouvoir définir ça comme des panneaux CLT et utiliser le module RF Laminate. Donc ces surfaces, on va les modifier. Ici, dans le type de rigidité, vous pouvez modifier et définir ça en tant que stratifié. Ok. Donc, et ensuite, on va pouvoir ouvrir RF Laminate. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu le module RF Laminate dans son ensemble, comment il va fonctionner. Hop. Donc, vous commencez par définir, donc pour chaque composition de panneau, vous pouvez définir plusieurs compositions de panneaux, et pour chaque composition, vous allez définir la composition des différents plis, ce qui va permettre, en fonction des modules d'assisté et de cisaillement des différents plis, de calculer des matrices de rigidité pour chaque pli. Ensuite, RF Laminate va regrouper ces différents plis en un panneau et va définir une matrice de rigidité globale du panneau. Donc, toutes les matrices de rigidité de chaque pli seront calculées et regroupées dans cette matrice de rigidité. Donc, pour avoir après plus de détails sur chaque élément à quoi il correspond, donc dans le module RF Laminate, vous avez déjà des informations, ou sinon vous pouvez également regarder dans le manuel, donc qui est également téléchargeable sur notre site. Vous avez également plus d'informations sur les méthodes pour définir chaque matrice et chaque élément de la matrice. Ensuite, une fois que notre matrice de rigidité est définie, elle sera importée et utilisée dans le logiciel RFEM. Donc les données sont prises en compte dans le RFEM pour pouvoir faire le calcul. Lorsque vous lancez le calcul, donc RFEM va calculer les efforts internes et les déformations au niveau de vos surfaces. Et ces efforts vont être ensuite utilisés par RF Laminate. Donc là, vous revenez dans le module RF Laminate. Et RF Laminate va pouvoir utiliser les différents résultats de RFEM pour définir les contraintes normales et de cisaillement dans les différents plis du panneau. Et ensuite, ces contraintes qui seront calculées pour chaque pli vont pouvoir permettre de définir et de calculer les contraintes de traction-compression, de flexion et de cisaillement dans le panneau pour les plis, et on va prendre en compte dans ce cas-là également l'orientation des plis. Donc là pour un premier aperçu du fonctionnement de RF Laminate. Donc je reviens au module. Donc ici, donc dans notre cas, on peut sélectionner toutes les surfaces. Au niveau de la norme qu'on va utiliser, on va utiliser l'Eurocode. Ici, ne pas oublier de sélectionner l'annexe. En sélectionnant cet outil-là, donc ce petit raccourci, modifier les paramètres de la norme ou de l'annexe, vous avez les informations sur le gamma M et les K-modes, donc pour chaque catégorie, enfin, chaque type de matériau. Donc bois massif, bois lamelé collé, OSB, contreplaqué. Et vous retrouvez également les valeurs qui sont définies pour les limites de flèche pour la vérification ELS. Ok. Donc là, au niveau de l'état limite ultime, on va faire une vérification à partir des combinaisons résultats ELU. On va faire de même à partir des combinaisons résultats ELS pour la vérification à l'état limite de service. Ensuite,
dans les caractéristiques du matériau, c'est la partie dans laquelle vous renseignez les différents éléments qui composent les différents plis qui composent votre panneau. Donc tout d'abord, on va déjà modifier le titre de cette composition. Donc ce sera une composition pour les murs. Ici, vous pouvez définir soit la composition manuellement, donc par exemple, je vais faire pour un panneau de 3 couches par exemple. Donc vous définissez le matériau, vous avez le facteur catégorie qui est sélectionné, qui sera utilisé pour la définition du K-mode dans les calculs. Vous avez ensuite l'épaisseur, vous définissez l'épaisseur de chaque pli. Puis vous pouvez choisir aussi l'orientation des plis, donc 90 par exemple. Ensuite vous retrouvez les informations sur le module d'élasticité, les modules d'élasticité et module de cisaillement. Au passage, vous pouvez voir ici, donc ça correspond au module de cisaillement par rapport au cisaillement roulant, et le coefficient de Poisson, vous pouvez les renseigner. Et ensuite, vous avez ces informations-là. Et dans les résistances de matériaux, vous retrouvez tout ce qui est résistance pour la flexion, traction, compression, et résistance au cisaillement. Et dans la résistance au cisaillement, vous trouvez FRK, donc qui correspond à la résistance caractéristique au cisaillement roulant. Donc, c'est la première option de création d'un panneau. Nous avons également des listes de fabricants qui sont disponibles, dans lesquels on a différentes catégories de panneaux qui sont également disponibles. Donc par exemple, je prends ce fabricant, et puis donc chez lui ce sera cette définition là, avec la couche supérieure des plis orientée à 90 degrés par rapport à l'axe X. Et ensuite, ici, on va choisir une épaisseur, donc 158. OK. Donc par rapport à l'orientation des plis, ici, on va sélectionner déjà les surfaces. Donc, par exemple, celle-ci et celle-ci. OK. Si on regarde l'orientation des plis, donc on aura une orientation à 90. Ici, vous regardez, si vous regardez en parallèle ce qui se passe sur le modèle, je vais mettre là comme ça. Si on regarde ce qui se passe sur le modèle, on peut voir que l'axe change. Donc vous avez directement en rouge là, c'est l'axe X, et donc ça correspondra à l'orientation des plis. Les plis sont orientés tout le temps dans l'axe, dans la direction X. Donc là on a une rotation de l'axe X par rapport à l'axe d'origine de la surface, donc de 90 degrés, ce qui explique l'axe X orienté vers le bas. Et là on a l'orientation de 0, donc là dans la longueur de notre panneau. Donc c'est quelque chose qu'il faudra faire attention, c'est ce qu'on va corriger par exemple après pour tout ce qui est panneau de plancher. Donc également, ce que je vais vous montrer sur la composition des panneaux, et ce qui va pouvoir également être un paramètre à prendre en compte sur certains modèles ou certains choix de modélisation de panneaux. Donc c'est tout ce qui est détail au niveau de la composition. Donc vous pouvez considérer le couplage ou non. Vous pouvez également sélectionner, choisir de considérer qu'il y a de la colle sur la tranche entre les différents éléments de planche de panneau. Donc ça, je vais vous montrer. Et également, vous avez aussi accès à des paramètres, des facteurs de réduction de rigidité qui vont venir modifier la matrice de rigidité. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Ici. Donc au niveau du couplage, ça va correspondre au couplage des plis. Donc dans le cas où vous prenez un couplage, vous considérez le couplage, on aura une répartition, un transfert des efforts, des contraintes dans toute l'épaisseur du panneau et qui sera réparti dans les plis. Dans le cas où on ne considère pas, on peut voir qu'au niveau des contraintes, c'est chaque pli qui aura une contrainte appliquée. On n'aura pas une répartition, on ne considère pas l'ensemble des plis comme étant un panneau,
on considère chaque élément comme étant séparé. C'est ce qui va changer au niveau des résultats. L'option sur l'encollage des champs, ça va être ça. C'est soit on a un encollage des champs, donc on considère que chaque élément, chaque planche du panneau sont collés également sur les champs, ou soit vous avez des espaces. Dans ce cas-là, on considérera que le module de assisté dans la direction Y est nul, et on aura une modification au niveau de l'élément D88 de la matrice de rigidité du panneau. Puis je vous montre cette partie-là sur le cisaillement roulant. Donc le cisaillement roulant, ça va être un effet qu'on aura sur les panneaux, lié au fait que les plis sont orientés, enfin chaque pli est orienté dans un sens différent. Du coup, ce qui fait qu'on aura au niveau, si on regarde dans le détail pour une planche par exemple, on aura un cisaillement important au niveau de tout ce qui est dans la direction tangentielle des fibres, et on aura un risque de rupture au niveau justement de nos plis, au niveau de nos composants de plis. Donc c'est un élément qui est important à vérifier. Donc ça, c'est les différents points par rapport au module de cisaillement roulant, donc je vous ai montré qui est pris en compte, donc qui représente 10% à peu près du module de cisaillement dans la direction, dans le plan X, Z et Y, X ou XY. Et puis on a également la résistance caractéristique au cisaillement roulant qui est intégrée donc, pour le calcul aussi. Hop, je reviens dans le modèle. Ok, donc là on reste sur ce réglage-là. On considère le couplage. Au passage, un point que vous pouvez regarder, c'est également ici. On voit qu'on a un schéma de notre composition, de notre panneau, avec une ligne en trait pointillé. Donc ça correspond au positionnement de notre surface par rapport à notre modèle. Donc là on considère que notre panneau sera intégré par rapport à la surface, et la surface sera considérée comme étant placée au milieu de notre panneau. Vous pouvez modifier ça si vous le souhaitez. Donc nous dans notre cas, on va rester sur la surface comme étant le centre de notre panneau. Donc ça c'est notre première composition. On va pouvoir créer les compositions suivantes. Donc je vais revenir là-dessus. Hop. Ça sera nos panneaux de plancher. Ah, mince. On va les sélectionner. Hop. Ok. Nouvelle composition. Ici. Ce sera la toiture. Ok. Voilà pour cette partie. Donc un point important qu'il va falloir modifier, c'est pour le panneau de plancher. En regardant le positionnement des axes, on voit que l'orientation n'est pas bonne pour l'orientation des plis. Donc là, on peut finir. Ah, oui, les définitions pour tout ce qui est ELS. Donc on va vérifier nos panneaux de plancher. Ok. On va vérifier ça par rapport à notre portée de 4 mètres. Ok. Ok. Ah, j'ai oublié de sélectionner un élément. Plancher, mur. Ah oui, effectivement la toiture je n'ai pas défini.
Ok. Ok. Donc là, on peut voir, on a un changement de couleur, de code couleur. Donc nos éléments sont définis en tant qu'éléments éléments stratifiés. Si on regarde dedans, on a référence par rapport à la composition de RF laminate. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir vérifier, c'est par rapport à nos poteaux et à nos poutres. Donc on va démarrer RF Timber Pro. Si vous voulez, on peut déjà faire... hop. Donc là, j'ai pas sélectionné toutes les barres, je vais choisir les barres que je souhaite vérifier. Donc là, ça sera les poteaux. Alors, on va renommer le cas. 2 avec une vérification ELU. On va faire un ELS. Ah mince. Donc on pourra faire un autre webinaire qui sera plus orienté sur RF Timber Pro plus tard. Donc là c'est juste pour faire un petit calcul. Donc là vous retrouvez les informations sur le matériau, sur les sections. Donc là la section qui sera vérifiée. La classe, les réglages pour les classes de durée de charge et classes de service. Là les longueurs efficaces. Ensuite la donnée de service, donc barre. On va sélectionner les barres qui nous intéressent. Ok. Réduction, vous pouvez créer des entailles également pour faire des réductions de sections. Et puis, hop, on va pouvoir faire le calcul. Donc là, il va calculer par rapport aux combinaisons résultats ELU et ELS. On va pouvoir faire une vérification des poteaux. Alors, là, ça nous indique qu'on a un petit souci. Au niveau vérification par section, c'est au niveau de la flexion, compression, flambement. Donc, ok. Donc ça va être principalement lié aux charges aussi, aux charges de vent qu'on a. Si on regarde la combinaison 12, on devrait on aura les charges de vent qui sont prises en compte, donc c'est lié aux charges de vent. Donc pour ça on peut demander une optimisation des sections. Donc après on pourrait rentrer plus dans le détail, on pourra faire ça dans une prochaine présentation. Donc là je crée les réglages. On était sur une dimension de 180 ou 150, je sais plus. Ici, on va mettre large, mais ça devrait être bon avant. On garde une proportion entre la hauteur et la largeur. Ok. Et puis je vais relancer le calcul par rapport à ça. Donc là, maintenant la vérification est bonne. Et si je regarde la section, il me l'a modifié. On est passé sur une section de 180 par 180. Il me semble qu'initialement j'avais rentré une section de 150 par 150. Donc là maintenant je vais pouvoir importer cette section dans le modèle RFEM. Donc l'optimisation qu'il m'a fait, je peux l'importer. Donc j'exporte la section vers RFEM. Oui. Oui. Ok. Juste pour vérifier, on va relancer vite fait le calcul. On va ensuite vérifier pour les poutres. Hop.
Alors qu'est-ce qui se passe? On a sur la combinaison 12 toujours un petit problème de flexion encore, compression. Donc on va pouvoir augmenter à un chouïa, on va monter à 190. Et là, dans ce cas-là, la section devra passer. Donc je peux la modifier directement ici. 90, ok. Je vais la renvoyer vers RFM. Ok. On va recalculer. Donc cette fois-ci avec une section de 190 par 190 c'est bon. On aurait pu également choisir sinon de modifier le matériau, mais du coup ça augmente aussi les prix. Donc là on reste sur du G24 H. Donc maintenant on va créer un autre cas, nouveau cas pour la vérification éventuellement des poutres, ou sinon pour aller un peu plus rapidement on va passer directement sur la vérification de RF laminate. On va aller un peu plus vite, on va accélérer. Allez, donc pour cette partie-là, on va s'arrêter là. Sur RF Timber Pro, c'est juste l'histoire de voir comment ça fonctionnait. On va passer maintenant sur RF Laminate. Donc, si vous lancez déjà un calcul global, on va pouvoir avoir les résultats pour tous les cas de charge, toutes les combinaisons, et vous allez voir, au niveau des surfaces, on va pouvoir retrouver les éléments qui servent également au calcul dans RF Laminate. Hop. Donc ça c'est mon cas de charge devant. Je vais me mettre par exemple sur cette combinaison là. Je vais masquer tout ce qui est charge. Alors le cas de charge devant, c'est celui-là, ok. Donc au niveau de RFA laminate, au niveau des résultats qui seront utilisés pour les surfaces, donc là vous pouvez vous aider, donc ces éléments-là seront utilisés ensuite pour le calcul dans RF laminate. Donc là on a les moments selon l'axe X, Y et XY. Au passage ça me fait penser qu'il y a des surfaces qui sont à modifier. Donc ici, si vous le rappelez bien, au niveau de la définition des plis, de l'orientation des plis supérieurs du panneau, on les avait dirigés avec un axe, un angle de 0 au niveau de bêta, ce qui correspond à l'angle X. Or là au niveau de la portée, on n'est pas sur le bon sens de portée, donc on va tout de suite modifier ça pour que ça soit bon après au niveau du calcul. Donc ce qui a sans doute aussi impacté au niveau de RF Timber Pro, au niveau de la vérification des poteaux. Donc là au niveau des axes, vous pouvez les modifier ici. Une rotation de 90 degrés. Ok, donc là il demande que tout sera annulé, tous les résultats. Et donc là on est bon. Si on regarde l'orientation X dans la longueur du panneau et donc dans la longueur de notre bâtiment aussi, donc dans le sens de portée. Donc je vais pouvoir relancer le calcul. Et on va regarder par rapport aux différentes compositions de panneaux CLT et les résultats qui sont affichés après dans RF Laminate. Ok. Donc là vous pouvez afficher, donc comme je vous ai montré, les différents résultats par rapport donc, à ce qui est calculé dans RFM. Et ensuite on va se mettre dans RF Laminate. Donc soit vous pouvez venir afficher les résultats
donc les voir directement graphiquement ici, ou bien aller directement faire un renvoi directement dans le module, soit vous pouvez passer dans les données ici et double-cliquer ici et vous repartez dans le module également. Donc là au niveau du calcul, les résultats sont sortis. Alors là on peut voir que certains éléments sont avec un rapport, donc un taux supérieur à 1. Au niveau des résultats, vous pouvez également régler ce que vous souhaitez afficher pour les résultats. Donc dans le détail, vous avez les résultats affichés par rapport au pli supérieur et par rapport au pli intérieur, donc aux couches supérieures et couches supérieure et inférieure et couches intermédiaires. Donc pour le moment on reste sur ce réglage d'affichage. Si vous souhaitez modifier, vous pouvez toujours modifier. Ici pour indication, on voit que là ça correspond à la contrainte de cisaillement roulant. Donc ça correspondra à taux Y', Z'. Donc ce sera l'élément à regarder par rapport au cisaillement roulant. Ok. Après pour plus de précision, tout est indiqué également au niveau du manuel par rapport à ça. Donc contrainte la contrainte de flexion dans la direction du fil, des fibres, pardon. Perpendiculaire aux fibres, traction compression dans la direction des fibres, traction compression dans la direction perpendiculaire aux fibres. Donc ici c'est la combinaison traction compression et contrainte de flexion. Et ici tout ce qui correspond au cisaillement, contrainte de cisaillement. Donc ici on peut afficher les résultats par chargement, par surface. Donc là on aura tous les résultats max, donc les valeurs max par surface, ou par composition. Vous avez ensuite là les résultats par rapport au déplacement, donc pour la vérification ELS. Puis à la fin vous pourrez retrouver la liste de l'ensemble des pièces, donc de l'ensemble des panneaux qui composent le modèle. Donc pour sortir une liste par exemple de débit ou pour un premier chiffrage, c'est aussi possible de sortir des listes de pièces. Donc là je reviens sur les contraintes par rapport par surface. Donc je vais utiliser cette option là qui va me permettre d'afficher uniquement les surfaces qui posent problème. J'en profite également. Ici on a l'aspect visuel avec un affichage graphique des différentes contraintes. Donc pour chaque pli, pour chaque composition, pour chaque couche, vous pouvez afficher et voir le graphique pour la composition. Ici, vous avez également des cases à cocher. Donc, si vous souhaitez, si vous avez un détail, par exemple, en particulier à rajouter dans le rapport, donc par exemple, une vérification par rapport au cisaillement roulant, vous souhaitez l'ajouter au rapport, vous pouvez sélectionner ici et on affichera dans le rapport d'impression ce graphique-là qui correspondra à la case sélectionnée. Donc maintenant, j'affiche les surfaces qui posent quelques soucis. Ok. Alors, la surface 14, la surface 15. Hop. Ok. Alors, on va directement regarder à quoi correspondent les surfaces 14, la surface 15. 14, la surface 15, donc ça correspond à nos surfaces, à nos éléments de panneaux de plancher. Donc je vais revenir dans RF Laminate pour rester hop, sur ce réglage là. Ok. Ok. Donc là, si on sélectionne ici, on voit qu'au niveau de l'affichage du modèle, ça nous indique les points où on a des contraintes trop élevées. Donc là, c'est des contraintes traction-compression.
Donc ce sera la traction-compression dans les plis qui pose problème. Et si on regarde plus précisément, donc là je quitte, et puis je vais isoler mes surfaces de plancher. Hop. Si on regarde, en fait, on a des contraintes, des concentrations de contraintes au niveau des poteaux. Donc ça, c'est normal au niveau du modèle. Donc c'est au niveau du maillage, au niveau du calcul aux éléments finis. Là, on se retrouve avec des contraintes trop élevées. On pourrait réduire le maillage, ce qui va nous réduire, donc nous donner plus de précision par rapport aux contraintes. Donc c'est ce qu'on peut faire. Et pour ce type de contrainte-là, c'est tout à fait normal. Donc pour pouvoir faire la vérification ensuite, on va créer des régions moyennes pour calculer les valeurs moyennes par rapport à ce qu'on a comme contrainte à ces différents points. Alors, paramètres de maillage, ici, juste pour vous montrer, hop, on va passer à la moitié. Oui. Et si je relance le calcul, normalement les contraintes se seront plus regroupées au niveau des poteaux et on aura un calcul un peu plus précis. Mais ce qui va toujours nous poser le problème de concentration, de pic au niveau de ces points-là, et qu'on va résoudre par la création de régions moyennes. Donc après, évidemment, là on vient de réduire le maillage, donc ce qui demande du coup un peu plus de temps au niveau du calcul. Ça reste un calcul qui reste dans des temps corrects. Donc plus vous réduirez la taille de votre maillage, et plus le temps de calcul prendra un peu plus de temps. Et là on voit bien ici, donc au niveau de la concentration, on voit une concentration de contraintes à ces points-là. Donc en flexion, traction, compression, on retrouve bien ce problème-là de concentration. Hop. Alors, cela dépend de la... on était sur... Hop, ici. Donc là, on a bien les contraintes. Donc là, en réduisant, on voit que ça s'est réduit un peu, la répartition. Ok. Donc là, on va créer une région moyenne. Donc au niveau de la barre d'outils, ce sera dans Résultats, Nouvelle région moyenne. Donc ici, vous sélectionnez la surface. Ok. Vous sélectionnez le point. Puis ensuite, vous pouvez sélectionner la forme. Donc là, on va rester sur une forme circulaire, un cercle. Vous pouvez choisir la dimension du maillage, du diamètre, pardon. Donc là, je vais partir sur 1 mètre. Ok. Peut-être un peu élevé par rapport à ce qu'on a vu. Ok. Donc ensuite, cette région moyenne qu'on a créée là, on va pouvoir la sélectionner. Puis on va la déplacer, toujours avec la touche contrôle enfoncée. Donc là, elle est grisée parce qu'il y a un petit souci au niveau de la définition de la surface, donc ça n'est pas de souci, on peut redéfinir celle-ci. Hop. Ok. Donc là, elle est de nouveau adaptée pour celle-ci. Puis là, on peut la déplacer. Ok. Ici. Donc, hop. On va revenir dans RF Laminate. Donc comme on a créé des régions moyennes, on va avoir un petit point à activer au niveau des résultats. Donc ici, on va appliquer les efforts internes lissés dans les régions moyennes définies. Donc ça, faut l'activer. Ok. Et donc maintenant, pour lancer le calcul,
Et donc là, en faisant des régions moyennes, on a pu lisser les valeurs. Et donc maintenant, au niveau des contraintes, on retrouve des valeurs élevées qui doivent être situées justement, si on remet les contraintes par surface, donc on était sur la surface numéro 15. Sinon on peut par composition, ce sera plus simple, c'était la composition 3. Hop. Ok, au fur et à mesure on voit derrière les évolutions de l'affichage. Voilà. Ici, donc là on retrouve des valeurs par rapport à nos contraintes. Donc là on retrouve que si on se mettait sur cette partie-là, donc là au niveau des contraintes justement, nos contraintes sont plus ont été déplacées, on n'a plus de pic au niveau de nos surfaces. Donc ça je peux fermer. Donc ces résultats vous pouvez les exporter en format Excel. Bien évidemment on retrouve aussi tous ces résultats au niveau du rapport d'impression. Donc je pense que là on arrive bientôt à la fin. Pour la partie modélisation, je pense qu'on a vu un certain nombre de points. Je vais juste vous isoler ces deux surfaces. Hop. Donc voilà. Si on se met sur les rapports qui posaient problème tout à l'heure. Donc là on revoit les contraintes, mais qui sont quand même plus basses au niveau des, au niveau des résultats. Donc maintenant je peux passer sur le rapport d'impression. Ici dans la partie du bas, donc je vous avais montré qu'on retrouvait les données du modèle. Ici on retrouve les cas de charge. Les charges nodales, donc on n'en a pas. Les résultats, ici on retrouve les résultats. Donc si on regarde également, ces tableaux-là peuvent être exportés. Donc là c'est les combinaisons. On retrouve également un point important qui à vérifier, c'est les réactions aux appuis pour les nœuds. Donc ce qui peut être affiché, alors je raffiche les résultats. Ah, bon, il faut relancer tout le calcul. Je vais partir sur une seule combinaison. Ok. Alors c'est bon. Donc au niveau des résultats, vous pouvez ici voilà, réaction d'appui. Vous pouvez afficher les réactions d'appui ici. Et vous retrouvez également toutes les valeurs dans le tableau en bas. Donc ces valeurs de réaction d'appui, c'est ce qui va également après vous permettre de faire le dimensionnement par rapport aux fixations, aux fondations de votre structure. Donc j'en finis juste sur le rapport d'impression pour vous montrer. On retrouve bien nos résultats dans le rapport d'impression. Donc, je rappelle que ce rapport d'impression, vous pouvez le personnaliser au niveau du logo, au niveau des en-têtes, vous pouvez ajouter une page de garde. Avec dans cette page de garde, on aura un aperçu du modèle. Vous retrouvez dans la première partie toutes les données RFEM avec les résultats du calcul de descente de charge. Et ensuite, vous retrouvez ensuite dans la partie après la partie RFEM, vous retrouvez ce qui a été calculé dans RF Timber Pro, avec le cas numéro 1 qui correspondait au poteau. C'est pour ça que c'est intéressant de donner des titres aussi à cas qu'on étudie. Et ensuite les résultats par rapport à RF Laminate. Donc, toutes les données qui ont été saisies, avec là les compositions des plis, puis ensuite tout ce qui correspondra aux résultats et à la vérification des différents panneaux. Alors, par exemple, vous pouvez ajouter une couverture, rentrer un titre de projet, donc CLT par exemple, un client, donc des UBAL par exemple, et puis un ingénieur,
hop, on va mettre moi. Ok. Et là, vous aurez donc votre aperçu. Donc, voilà, votre page de garde avec les informations par rapport à cette partie-là, à la création du projet. Et puis un aperçu visuel qui sera que vous pouvez toujours revenir modifier par la suite, ajouter des codes si vous le souhaitez. Puis je crois qu'on a vu déjà pas mal de choses pour ce webinaire. Donc, hop, oui. Et vous pouvez sauvegarder également vos réglages pour pouvoir ensuite les utiliser dans d'autres rapports d'impression. Donc pour ce webinaire-là, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. On aura l'occasion dans des prochaines vidéos ou dans un prochain webinaire, voir un peu plus en détail par rapport à tout ce qui est articulation. On n'a pas vu également tout ce qui est libération lignite, donc c'est des choses qui pourront être vues dans un prochain webinaire. Également plus de détails sur tout ce qui est région moyenne et concentration de contraintes. Il y a des pics de contraintes. Tous ces points-là, on pourra les voir, on pourra les traiter dans un prochain webinaire ou des prochaines vidéos. Hop. Hop. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet, donc delubal.fr. Vous retrouverez tous nos produits, toutes nos nouveautés et les projets clients. Vous pouvez aussi nous suivre au niveau des réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur YouTube aussi pour suivre les différentes vidéos qu'on peut publier. Je vous invite également à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait à nos newsletters pour être informé tous les mois de nos actualités. Vous pouvez également passer sur notre blog pour lire quelques articles qui peuvent vous aider sur certaines questions que vous vous posez. Et puis sinon, si vous souhaitez, n'hésitez surtout pas, vous pouvez nous contacter donc par mail à info@delubal.fr. Vous pouvez poser vos questions ou vos demandes, on pourra les traiter. Ou sinon nous contacter directement donc au numéro de téléphone qui apparaît ici. Je vous invite également à vous inscrire à notre prochain webinaire, donc qui aura lieu la semaine prochaine, mercredi 30 novembre, donc à la même heure, à 15 h. Et donc cette fois-ci, ce sera mon collègue, Monsieur Asseya, qui vous présentera la conception et le calcul de structures métalliques, donc avec les logiciels de Delubal. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.